Il est temps d'aborder le dernier chapitre, le dernier paragraphe du cours de cette année sur les variables aléatoires indépendantes. Après ce paragraphe, le cours de classe préparatoire en PCSI s'arrêtera et il nous restera juste à voir des exercices d'application si importants sur les variables aléatoires indépendantes. Alors, avant de rentrer plus en détail sur ce que sont deux variables aléatoires indépendantes, je tiens à formuler le rappel suivant, que je vais encore un peu étoffer. C'est juste un rappel, c'est des choses que vous trouverez dans le cours précédent. C'est que si je me donne un espace probabilisé fini, deux événements A et B sont dits indépendants lorsque la probabilité de leur intersection est égale au produit des probabilités des événements A et B. Alors je tiens à dire que ça, c'est déjà une interprétation de ce qu'on peut appeler l'indépendance, parce que je trouve que dans cette définition-là, la notion d'indépendance ne transparaît pas. Ce qui est important à retenir, c'est que on va dire que l'événement A et B sont indépendants lorsque la probabilité de réalisation de A sachant B est égale à la probabilité de réalisation de A. C'est-à-dire que l'événement B n'a pas d'impact sur la réalisation de A. On avait vu que lorsque P de A était strictement positif, P de B était strictement positif, ceci était donc équivalent à P de A sachant B fois P de B était égal à P de A fois P de B. Et ceci, par définition d'une probabilité conditionnelle, c'était la probabilité de l'intersection. Ce qui permettait donc de relier ce que je viens d'expliquer oralement à une relation. Une relation qui a le mérite d'être symétrique entre A et B. C'est-à-dire cette relation-là, si on permute les rôles de A et de B, est donc aussi équivalente à dire que la probabilité de B sachant A est égale à la probabilité de B. Donc on avait vu que derrière cette définition, qui était une définition qui a donc été travaillée, on pouvait à partir de là dire que l'événement A n'avait pas d'influence sur la réalisation de B et l'événement B n'avait pas d'influence sur la réalisation de A. Évidemment, ces équivalences ne sont valables que lorsque les probabilités conditionnées sont définies, c'est-à-dire lorsque P de A est strictement positif et lorsque P de B est strictement positif. Mais la définition qu'on a choisie dans le cours, qu'on a choisie universellement d'ailleurs, a le mérite de fonctionner même lorsque P de A est égal à 0 ou P de B est égal à 0. Donc elle a des désavantages certes, mais elle a le double avantage de fonctionner même quand les probabilités sont nulles, et elle a l'avantage d'avoir aussi un côté symétrique par rapport aux événements A et B. Son désavantage, c'est qu'on ne voit pas directement ces deux points-là, c'est-à-dire le fait que la réalisation de B n'a pas d'influence sur la réalisation de A et la réalisation de A n'a pas d'influence sur la réalisation de B. Donc je tiens derrière la définition à bien approfondir le sens probabiliste de cette définition, qui n'apparaît pas clairement, je trouve, dans la définition. Alors ce rappel étant fait, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que deux variables aléatoires indépendantes? Vous allez voir que la définition va être assez naturelle. La définition numéro 27 donne donc la définition de deux variables aléatoires indépendantes. On dit que deux variables aléatoires x et y sont indépendantes lorsque les événements élémentaires x égale x et y, enfin inter y égale y, les deux événements élémentaires x égale x et y égale y sont des événements indépendants. Donc là on revient à la définition d'événements indépendants que j'ai rappelé juste avant. Donc autrement dit, c'est-à-dire les événements x égale x et y égale y sont indépendants pour tout élément du support de x et pour tout élément du support de y. Donc c'est une définition qui est en toute cohérence avec le rappel que j'ai fait sur des variables aléatoires indépendantes. Alors maintenant qu'on a posé une définition, on va voir une propriété qui lorsque deux variables aléatoires sont indépendantes, est réalisée. C'est qu'en quelque sorte, tout événement se construisant avec x et tout événement se construisant avec y sont indépendants lorsque les variables aléatoires le sont. Donc ce qui va nous offrir un potentiel encore plus important dans le traitement des événements dépendants de x et dépendants de y. Donc on va citer la propriété associée et on va la démontrer. Voici donc la proposition numéro 28, qui vient donc lorsque x et y sont des variables aléatoires indépendantes.
élargir quelque part le champ de l'indépendance à des événements un peu plus importants. C'est-à-dire que la probabilité que X appartienne à A et Y appartiennent à B, la probabilité de cet événement est le produit des probabilités des événements qui leur sont associés, ce qui élargit donc l'événement non pas à voilà, à des événements élémentaires associés à X et à Y, mais élargit l'indépendance à d'autres événements que l'on peut définir avec X ou avec Y. Alors on va comprendre on va faire la démonstration, on va essayer de comprendre comment elle fonctionne. Bon, déjà, je vais considérer le support de la variable aléatoire x, que je vais noter x1, etc., xr. Le support de la variable aléatoire y, qui est égal à y1, ys. On va se donner donc deux sous-ensembles respectivement de x oméga et de y oméga. Donc un sous-ensemble A de x oméga revient donc à choisir des indices parmi un R. Donc on va dire que c'est l'ensemble des xi où i appartient à l'ensemble grand I, où grand I est inclus dans l'ensemble des indices, c'est-à-dire qu'on sélectionne un certain nombre d'indices entre 1 et R pour sélectionner ces fameux éléments du support. Et l'événement grand B, il en va de même. Je vais dire que c'est les YJ où J appartient à l'ensemble J, où J est lui inclus dans les indices 1S. Encore une fois, on sélectionne certains indices. Alors, pour comprendre déjà le lien entre ces deux probabilités, hein, qui sont ces événements-là et ces deux événements-là sont identiques, il faut traduire proprement ce que signifie XY appartient à A croix B. Ça signifie quoi? Alors ça, on sait que cet événement-là, c'est l'ensemble des éléments, des issues de notre expérience aléatoire, tels que x de oméga, virgule y de oméga appartient au produit cartésien AB. Ça, c'est la définition réelle, propre de cet événement. Maintenant, si on traduit ce que signifie ce produit cartésien, on peut dire que c'est l'ensemble des oméga appartenant à oméga, tel que x de oméga est dans l'ensemble A, et, ça c'est évidemment très important, y de oméga appartient à l'ensemble B. Donc on sait que est, le mot-clé est la traduction, enfin a une traduction ensembliste qui est l'intersection. Donc ceci est l'ensemble des oméga appartenant à oméga, tel que x de oméga appartient à A, inter, l'ensemble des oméga appartenant à oméga, tel que y de oméga appartient à B. Et ceci est encore la traduction de l'événement x appartient à A, inter, y appartient à B. Donc déjà, une première chose qu'il faut noter, c'est que l'événement qui est ici et l'événement qui est ici, c'est le même. Celui-ci est une autre formulation de celui-là et réciproquement. Alors cette traduction a évidemment eu un impact, une importance, puisque si on veut traduire maintenant en regardant comment sont constitués les éléments de A et les éléments de B, on peut donc dire que pour que cet élément-là, ce couple-là appartienne à AB, ça veut donc dire qu'il existe donc un indice I appartenant à I et il existe un indice J appartenant à J, tel que le couple XY soit égal au couple XI YJ. Donc dire qu'un élément, une issue réalise cet événement, c'est dire exactement ceci. Ce qui permet de revoir encore une fois le fait que x, virgule y appartient au produit cartésien AB. Cet événement-là peut s'écrire comme l'union à cause des quantificateurs existentiels. L'union des x est égale à xi, inter y est égal à yj, où i appartient à i, j appartient à j. Événement évidemment 2 à 2 incompatible, puisque le couple xy, s'il est égal à xi, yi, il ne peut pas être égal à un autre couple. Donc on vient d'écrire notre événement, on vient de découper notre événement comme la réunion d'événements 2 à 2 incompatibles. Donc on peut déduire de cela que la probabilité que le couple XY
appartiennent au produit cartésien AB est égal à la somme pour I appartenant à I et J appartenant à J de la probabilité que X est égal à XI et que Y soit égal à YJ. C'est déjà ce qu'on peut annoncer. Là maintenant on est ramené à deux événements dont on sait qu'ils sont indépendants puisque les variables aléatoires X et Y sont indépendantes. Donc là on est en mesure d'appliquer la définition. Et il ne nous reste donc plus qu'à calculer cette somme double. On sait que là, on somme sur des secteurs qui sont rectangulaires, puisque les ensembles I et J n'ont strictement pas de points communs. Enfin, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc cette probabilité, cette somme double, pardon, on peut l'écrire. Donc c'est probabilité, puisqu'il s'agit d'une probabilité. Mais là, je parle vraiment de la somme double. On peut l'écrire sous cette forme-là. Puis exploiter les diverses dépendances par rapport aux variables. En écrivant cette somme sur un secteur rectangulaire, eh bien, on peut factoriser le premier terme de la somme qui dépend de J. On va récupérer la somme pour I appartenant à I de la probabilité que X soit égal à I, parenthèse, somme pour J appartient à J de la probabilité pour Y est égal à YJ. Cette probabilité, évidemment, elle est calculable, c'est par définition. Cette probabilité est par définition la probabilité que Y appartienne à B, puisqu'on vient de découper cet événement en l'union d'événements 2A2 incompatibles, des événements élémentaires 2A2 incompatibles. Seulement maintenant, ce P de Y appartient à B ne dépend pas de I, donc on peut le factoriser de la somme. Donc on peut dire que cette somme double est égale à la probabilité que Y appartient à B, multipliée par la somme pour I appartenant à I, de la probabilité que X soit égal à Xi. Et de manière complètement parallèle, la nouvelle somme qui est ici est en fait la probabilité de la réunion des événements élémentaires qui sont 2A2 incompatibles et qui nous permettent de recomposer la probabilité que X appartient à. Donc on vient bien de démontrer que si X et Y sont des événements indépendants, alors la probabilité que le couple XY appartient au AB, c'est-à-dire la probabilité que X appartient à A et Y appartient à B, est égale au produit des probabilités des événements associés. Alors évidemment, cette propriété-là, elle est plus forte que la définition, puisque si vous appliquez cette propriété-là avec des singletons, vous retrouvez exactement l'intitulé de la définition 27. Mais lorsqu'on aura à démontrer que deux variables sont indépendantes, c'est la définition numéro 27 qui fait foi, et lorsqu'on saura que ces deux variables sont indépendantes, alors là, on pourra utiliser les propriétés qui sont associées ici. Des propriétés donc importantes, puisqu'elles permettent, encore une fois, de dire que tout événement, on va dire, construit à partir de X et tout événement construit à partir de Y, évidemment avec XY indépendant, eh bien ça va être le produit des probabilités des événements associés. Voilà pour cette démonstration assez technique. Il faut encore une fois bien maîtriser l'écriture des événements, l'écriture ensembliste des événements, pour voir de quoi il retourne. Le théorème numéro 29 est parfois connu sous le nom de lemme des coalitions. Il est probable que vous en verrez l'année prochaine une généralisation, même si elle n'apparaît pas dans les programmes. Pour cette année, moi je vais me contenter en tout cas de rester vraiment stricto sensu dans le cadre du programme, même si je vous formulerai oralement sa généralisation, ça ne me pose aucun problème. Si on se donne deux variables aléatoires indépendantes, définies sur le même espace probabilisé oméga p, donc deux applications définies sur oméga x et y, et si je me donne deux fonctions, on appelle ça des fonctions de transfert, puisqu'on va les appliquer aux variables aléatoires x et y, eh bien j'affirme que si x et y sont indépendantes, toute fonction de ces variables aléatoires, pour peu que ça ait un sens bien sûr, sont des variables aléatoires indépendantes. C'est ce qu'on va démontrer. Alors pour ça, n'oublions pas notre définition. Nous avons une définition de l'indépendance. Pour montrer que ces variables aléatoires sont indépendantes, on doit prendre deux éléments dans leur support et montrer que la probabilité qui est ici, la probabilité de cette intersection, est égale au produit des probabilités des événements associés. Donc pour ça, je vais donner des noms à mes variables aléatoires pour que ce soit plus facile à manipuler.
Je vais noter la variable, bon je vais utiliser les mêmes notations que dans le poly PDF hein, que je vous ai transmis, que je vais appeler U la première variable aléatoire et V la seconde variable aléatoire. Et je vais vérifier la définition numéro 27, qui est de prendre deux éléments dans leur support et calculer la probabilité de l'intersection des événements élémentaires associés. Donc je me donne soit, alors je vais dire peut-être petit a pour éviter, parce que les U majuscules et les U minuscules, c'est peut-être difficile de les différencier. Donc je vais dire petit a dans le support de U et petit b dans le support de V. Je vais donc calculer la probabilité que x soit soit égal à A inter V est égal à B. Je vais calculer cette probabilité-là. Alors, je vais déjà regarder d'un petit peu plus près ce que c'est que l'événement U est égal à A en utilisant les définitions. L'événement U est égal à A, c'est donc l'ensemble des oméga appartenant à l'espace d'état tel que U de oméga est égal à petit a. Si j'applique la définition de U et le fait que f de x c'est une composée de fonctions, ne l'oublions pas, cette notation est trompeuse, il s'agit bien d'une composée de fonctions, on va donc avoir f de x de oméga est égal à a. Ou si je veux écrire cette relation-là de façon ensembliste, je vais le dire de deux façons, vous allez voir, f de x de oméga appartient au singleton a, ce qui est évidemment la même chose. Alors en le disant comme ça, je le dis en disant x de oméga est antécédent d'un élément de A. Donc, je peux réécrire ça sous l'angle de f. Je peux dire par exemple que cet événement-là, c'est l'ensemble des oméga appartenant à oméga, tel que x de oméga appartient à f-1 de A. Ce qui signifie en d'autres termes que x de oméga est un antécédent de A par l'application f. Et ça, cet événement-là, si on prend en compte les conventions ensemblistes, c'est l'événement x appartient à f-1 de A, c'est-à-dire x est antécédent d'un élément de A. Voilà l'écriture probabiliste, voilà l'écriture ensembliste associée. On peut faire évidemment le même raisonnement avec l'événement V est égal à B. Donc là, je ne vais pas réécrire les choses. Je vous invite à le faire pour que vous puissiez vous accoutumer aux notations probabilistes. Et maintenant que j'ai traduit l'événement U égale A et V égale B en termes d'événements concernant X et concernant Y, on va pouvoir se lancer dans le calcul maintenant direct, puisque ceci devient la probabilité que X appartient à f-1 de A, inter, Y appartient à G-1 de B. On peut donc appliquer dans ce cas-là la proposition numéro 28 qui dit que la probabilité que x appartienne à cet ensemble inter y appartient à cet ensemble, comme x et y sont des variables aléatoires indépendantes, est le produit des probabilités des événements associés. Donc ceci va être le produit de l'événement x appartient à f-1 du singleton A, fois la probabilité que y appartient à g-1 du singleton B. Ceci c'est l'événement, de manière équivalente, c'est l'événement U est égal à A. Il suffit de remonter le raisonnement. Et ceci est l'événement V est égal à B. On vient donc de démontrer que si je prends deux éléments dans le support de U et dans le support de V, la probabilité de cette intersection, c'est le produit des probabilités des événements associés. On vient donc bien, en revenant à la définition, de montrer que U et V sont indépendantes. Et donc, la variable aléatoire f de x et la variable aléatoire g de y sont indépendantes. Et c'est gagné. On a donc bien démontré le lemme des coalitions pour ces deux variables aléatoires. La proposition numéro 30 est une proposition que vous allez beaucoup utiliser dans les exercices, qui indique que, à la condition que deux variables aléatoires soient indépendantes,
alors on a l'espérance du produit qui est égale au produit des espérances, et la variance de la somme est égale à la somme des variances. Attention, hein, on a une hypothèse pour pouvoir affirmer ces deux propriétés, je le répète, c'est que les deux variables aléatoires x et y doivent être indépendantes. Bon. Il faut aussi faire attention à une chose, c'est que cette condition-là, elle est a priori suffisante pour qu'on ait ces propriétés, mais la réciproque est fausse. On peut très bien avoir les deux propriétés qui sont ici, ou même les deux, enfin l'une des deux séparément, sans que les deux variables aléatoires soient indépendantes. Hein. Donc soyez bien conscients que le fait que x et y sont indépendantes est une condition suffisante pour avoir ces deux propriétés, mais la réciproque n'est pas vraie. Bon, alors passons à la démonstration. Alors comme nos deux variables aléatoires sont définies sur le même espace probabilisé, j'ai envie de partir de la définition, on va dire, abstraite quelque part, en faisant appel au vieux modèle de l'espérance. C'est-à-dire, xy est une variable aléatoire définie sur oméga, puisque x et y sont des variables aléatoires réelles, et à donc petit oméga, on va associer x de oméga, y de oméga. Donc on a affaire à une variable aléatoire réelle. Donc l'espérance de cette variable aléatoire est donc égale, si j'utilise, je vous ai dit, la définition de l'espérance sur le modèle abstrait, qui me permet après de recomposer la somme sur des événements que je choisis à ma guise. C'est donc la somme de x de oméga, y de oméga, puisque le produit xy appliqué oméga, c'est un produit de fonction, c'est parfaitement défini, multiplié par la probabilité de l'événement élémentaire singleton oméga. Et là maintenant, comme d'habitude, je vais découper la somme en morceaux en travaillant avec des événements qui forment un système complet d'événements. Alors pour ça, je vais faire appel au support de mes variables aléatoires pour recomposer les événements. Donc je vais appeler x1, xr le support de x. Voilà, il y a une parenthèse, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit une parenthèse. Et y de oméga, le support de y, que je vais appeler y1, ys. Je considère le support de ces deux variables aléatoires, donc qui sont formés d'éléments évidemment 2 à 2 distincts. Et on se rappelle que les événements associés à la loi conjointe xy, donc les éléments xy est égal à xi, yj, où i et j appartiennent respectivement à l'ensemble des indices entre 1 et r, et j appartenant à l'ensemble des indices entre 1 et s, ces événements-là forment un système complet d'événements. Donc ceci est un système complet d'événements. Système complet d'événements. Ce sont les événements avec lesquels on avait travaillé lorsqu'on avait travaillé avec la loi conjointe du couple XY. Donc c'est un système complet d'événements. Ça veut dire quoi concrètement, ensemblistement? Ça veut dire que je suis en train de découper l'espace d'état en morceaux. Donc là, si on considère l'ensemble oméga, on est en train de découper l'espace d'état en événements 2 à 2 incompatibles relativement à la loi conjointe. C'est-à-dire que là, je vais par exemple trouver xy est égal à x1, y1. Là, je vais trouver xy est égal à x1, y2, bon, etc. Donc on voit quand un couple est égal à un autre couple, enfin si xy ne peut être égal qu'à un seul élément de x de oméga croix y de oméga, ça c'est l'égalité du couple qui l'atteste. Donc on sait que c'est un système complet d'événements, ce qui permet de dire que oméga est donc l'union pour i appartenant à l'intervalle d'entier 1R, j appartenant à l'intervalle d'entier 1S, d'union 2 à 2 incompatible, formée par les x égale xi, inter y est égal à yj, puisque cet événement-là est exactement l'événement qui est indiqué ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la somme en sommant ce qui se passe sur les différents paquets. Donc en réalisant ce découpage, je vais donc obtenir ici donc, la somme pour des indices qui vont me permettre de décrire tous les paquets. C'est-à-dire que i va appartenir à l'ensemble des entiers entre 1 et r,
J va appartenir à l'ensemble des entiers entre 1 et S, donc je vais regrouper ça comme ça, de la somme, donc pour oméga appartenant à cet événement. Alors cet événement il est un peu long à écrire, mais tant pis, je vais l'écrire quand même pour que les choses soient bien claires. X est égal à xi, y est égal à yj, de x de oméga, y de oméga, p de l'événement élémentaire oméga. Donc voilà, je choisis de calculer les termes de la somme petit paquet par petit paquet. Ceci décrit les paquets, et là on ajoute les éléments qui sont situés dans les événements. Alors il se trouve que lorsque oméga appartient à cet événement-là, la valeur de x de oméga c'est xi, et la valeur de y de oméga c'est yj. Donc ceci va nous donner la somme pour i compris entre 1 et r, j compris entre 1 et s, de la somme pour oméga appartenant à l'événement qui est ici, que je vais appeler AIJ pour simplifier les choses, de XI, YJ, probabilité de l'événement élémentaire oméga. Voilà ce que j'obtiens. Seulement ce XI, YJ ne dépend pas de l'indice oméga, donc ce terme-là, je vais pouvoir le factoriser de la somme. Donc ceci va être égal à la somme pour I appartenant à l'intervalle d'entier 1R, J appartenant à l'intervalle d'entier 1S, de XI, YJ, multiplié par la somme pour oméga appartient à AIJ, où AIJ c'est cet événement-là, de la probabilité de l'événement élémentaire oméga. Or, quand on additionne les probabilités des issues élémentaires qui réalisent un événement, cette somme nous donne la probabilité de cet événement. Ça, c'est une propriété qu'on avait vue très très tôt dans le calcul des probabilités. Ce qui me permet donc de dire, je vais continuer la démonstration sur une autre feuille, ce qui me permet donc de dire que l'espérance de xy, avec tous les calculs qu'on a fait ici, c'est donc la somme pour i appartient à l'intervalle d'entier 1r, j appartient à l'intervalle d'entier 1s, de xi, yj, probabilité que x soit égal à xi, inter y est égal à yj. Or, c'est maintenant qu'on va utiliser nos hypothèses, les variables aléatoires x et y sont indépendantes. Donc par indépendance de x et y, là c'est là le point clé, x et y indépendantes, on va pouvoir dire que la probabilité de cette intersection, c'est le produit des probabilités. Ça va me donner la somme pour i appartenant à l'intervalle d'entier 1r, j appartenant à l'intervalle d'entier 1s, de xi, yj, probabilité que x soit égal à xi, probabilité que y soit égal à yj. Maintenant, je vais écrire ça comme une somme double sur un secteur rectangulaire, ce qu'elle est, puisque i et j varient sur des secteurs rectangulaires dont les bornes ne dépendent pas des indices. Donc je peux très bien l'écrire comme la somme pour i variant entre 1 et r de la somme pour j variant entre 1 et s de xi, yj, probabilité que x soit égal à xi, probabilité que y soit égal à yj. Et en utilisant les factorisations habituelles, puisque ici xi et probabilité de x est égal à xi ne dépendant pas de j, on peut donc factoriser de la somme xi, probabilité que x soit égal à xi, somme pour j variant entre 1 et s de yj, probabilité que y soit égal à yj, et avec des parenthèses comme ça bien entendu, puisque c'est ce terme que je viens de factoriser. Et là on reconnaît, étant donné la nature des yj qui représente le support de la variable aléatoire y, on reconnaît la définition, j'ai envie de dire nouveau modèle, de l'espérance de y, qui ne dépendant pas de i est factorisable de la somme, il faut faire les choses proprement jusqu'au bout, multiplié par la somme pour i variant entre 1 et r des xi, probabilité que x soit égal à xi. Or, une nouvelle fois, on reconnaît ici des éléments qui varient sur tout le support de la variable aléatoire x,
Et donc ceci désigne l'espérance de la variable aléatoire x. On en déduit donc que l'espérance de xy est égale à l'espérance de x fois l'espérance de y. Donc on vient bien de démontrer, bon, vous avez quand même noté que c'est assez technique, qu'en revenant quelque part à l'ancienne définition, ce qui nous donne le droit de recomposer la somme à l'aide des événements qu'on a choisis, du moment que ça réalisait une partition de oméga, c'est-à-dire du moment que le système d'événements qu'on utilise est un système complet d'événements sur oméga, pour conduire justement à des événements qui nous permettent d'utiliser l'indépendance des deux variables aléatoires et conclure. Alors on n'est qu'au milieu de la démonstration, puisqu'il nous reste à démontrer aussi la propriété sur la variance. Alors pour démontrer la propriété sur la variance, je vais utiliser la formule de Koenig-Huygens, qui dit que la variance d'une variable aléatoire, c'est l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Encore, il y a une parenthèse en trop, puisque le carré porte sur l'espérance. On va vite effacer cette parenthèse. Bon, alors maintenant, on va utiliser les propriétés de l'espérance, et le fait évidemment que les variables aléatoires x et y sont indépendantes. Déjà, on va développer le carré dans l'espérance. On récupère x carré plus y carré plus 2xy, d'une part. Et là, je vais utiliser la linéarité de l'espérance dans ce terme-là, qui me permet de dire que c'est l'espérance de x plus l'espérance de y au carré. Dans le premier terme, je vais utiliser la linéarité de l'espérance, l'espérance de x carré plus l'espérance de y carré plus 2 fois l'espérance de x y, moins, je développe ce terme-là, espérance de x au carré, moins espérance de y au carré, moins 2 fois l'espérance de x fois l'espérance de y. Alors, qu'est-ce qui me reste ici? Si je regarde les deux termes qui sont là, ces deux termes-là permettent de reconstituer la variance de x. Si je regarde les deux termes qui sont là, ces deux termes permettent de reconstituer la variance de y. Et si j'observe les deux termes qu'on trouve ici et ici, on vient de voir que comme les variables aléatoires sont indépendantes, ces deux termes-là sont égaux. Donc quand j'additionne 2 fois ce terme moins 2 fois ce terme, on obtient 0. Ça, c'est ce qu'on vient de démontrer ici. Moralité. Moralité, on vient bien de démontrer que via la formule de Huygens, la variance de la somme est égale à la somme des variances lorsque les deux variables aléatoires x et y sont indépendantes. Donc voilà des propriétés que l'on peut appliquer dès lors que l'on sait que les variables aléatoires sont indépendantes. Pour voir comment utiliser l'indépendance, on va traiter un premier exercice où il est question de prendre x et y, deux variables indépendantes définies sur le même espace probabilisé. On suppose qu'elles suivent toutes les deux une loi de Bernoulli de paramètre P. On va supposer ici que le paramètre P est compris strictement entre 0 et 1. Et on définit une matrice aléatoire dont les coefficients sont justement des variables aléatoires x et y. On répartit comme l'est indiqué dans l'exercice. Donc on a une matrice aléatoire avec des coefficients aléatoires suivant des lois de Bernoulli avec l'écriture, c'est-à-dire les mêmes coefficients sur la diagonale et les mêmes coefficients sur l'antidiagonale. Et on veut calculer la probabilité que la matrice M soit une matrice inversible. Alors là, on va évidemment mêler les raisonnements qui lient les probabilités et les raisonnements d'algèbre linéaire en utilisant notre outil le plus efficace pour parler d'inversibilité. Pour moi, c'est le déterminant. Donc on va dire que la matrice M est une matrice inversible, donc appartient à GL2 de R, puisqu'ici les x et y sont des éléments de 0, 1, donc ce sont des nombres réels, donc on travaille bien avec une matrice à coefficient réel. Si et seulement si, le déterminant de cette matrice, M, est différent de 0. C'est-à-dire si et seulement si, x carré moins y carré est différent de 0. Donc on peut quelque part réécrire l'événement M inversible. Cet événement-là, on peut l'écrire M inversible. Cet événement-là, on peut l'écrire sous la forme
x carré moins y carré est différent de 0. Alors on s'aperçoit tout de suite qu'il ne va pas être aisé de regarder cet événement-là, enfin, quoique, puisque x et y ne prennent que deux valeurs, 0 et 1, mais moi en général, quand je traite un événement de ce type-là, ce que j'aime bien, c'est passer par l'événement contraire. Donc si j'appelle A cet événement, l'événement contraire de A, c'est l'événement qui porte sur l'égalité x carré moins y carré est égal à 0. C'est-à-dire c'est l'événement x est égal à y ou x est égal à moins y, qui s'écrit donc ensemblistement avec une réunion. Et ça semble beaucoup plus facile de travailler avec cet événement. Alors attention, ces deux événements sont justement pas incompatibles, il va donc falloir faire très attention. C'est là qu'on va faire une étude particulière parce que x et y suivent des lois particulières. Le support de x, c'est 0,1, le support de y, c'est 0,1. Donc il est parfaitement possible de réécrire cet événement-là compte tenu du support de ces variables aléatoires. Donc je sais que cet événement-là, x est égal à y, c'est le couple xy est égal à 0, 0. Union, le couple xy est égal à 1, 1. Et le couple x est égal à moins y, et comme les variables aléatoires sont toutes les deux positives, ça signifie que x et y sont simultanément nuls, ce qui nous donne cet événement-là. Alors la grosse différence entre l'événement écrit comme ceci et l'événement écrit comme ceci, c'est qu'ici on a une réunion d'événements qui sont a priori incompatibles. Donc là on peut mettre un petit plus dans la réunion, ce qui permet de dire que la probabilité de l'événement contraire à barre, la probabilité de cet événement-là, c'est la somme des probabilités de ces deux événements. C'est donc la probabilité que x soit égal à 0 et que y soit égal à 0, puisque cet événement-là, je peux l'écrire sous cette forme-là, plus, puisque les événements sont incompatibles, alors que cela ne l'était pas, enfin, a priori, non, il n'y était pas, la probabilité que x est égal à 1, inter, y est égal à 1. Les deux variables aléatoires étant supposées indépendantes, par indépendance, on va récupérer la probabilité que x soit nul fois la probabilité que y soit nul, plus la probabilité que x est égal à 1 fois la probabilité que y soit égal à 1. La probabilité que x soit nul vaut 1 moins p. La probabilité que y est nul vaut aussi 1 moins p, puisque les deux variables aléatoires suivent la même loi de Bernoulli. Pour les mêmes raisons, les deux probabilités qui sont ici valent p, donc on récupère moins p carré. En développant notre expression, on récupère donc 1 moins 2p plus 2p carré. Donc voilà la probabilité de l'événement contraire. Et donc, la probabilité que la matrice soit inversible, c'est donc 1 moins la probabilité de notre événement contraire. C'est donc égal à 1 moins 1 plus 2p moins 2p carré, ce qui, après simplification, nous donne 2p facteur de 1 moins p. Voilà la probabilité que la matrice A soit une matrice inversible. Et voilà pour l'exercice numéro 8. Donc ne pas paniquer, hein. C'est pas parce qu'on travaille avec des matrices que les exercices sont beaucoup plus compliqués. Donc il faut garder la tête froide, bien regarder ce qu'on a à quantifier, bien appliquer les règles de ce qu'on manipule, hein, ici des matrices, donc des matrices inversibles, et on utilise les outils des matrices inversibles. Toujours avoir la tête froide, regarder ce qu'on manipule. Travaillons sur un deuxième exercice, où il est question cette fois-ci de deux variables aléatoires uniformes sur l'intervalle 1n. Alors bien sûr, on supposera que n est supérieur ou égal à 1, hein, sinon cet intervalle-là est vide, et dans ce cas-là, l'exercice n'a pas d'intérêt ni de sens. Donc toutes les deux définies sur le même espace probabilisé, qu'on supposera comme d'habitude fini, oméga p. Alors on vous demande deux questions, hein, de calculer la probabilité que la somme de ces variables aléatoires soit égale à n plus 1, d'une part, et d'autre part, de calculer l'espérance de la somme et la variance de la somme, compte tenu des informations dont on dispose dans l'énoncé. Allons-y. Alors on va déjà calculer la probabilité que x plus y soit égal à n. Plus 1.
Et pour cela, pour pouvoir utiliser d'une part le fait que la loi de x et de y sont connues et le fait que x et y sont des variables aléatoires indépendantes, on va calculer la probabilité que cet événement est réalisé en conditionnant à la valeur de x ou à la valeur de y. De toute façon, le résultat sera symétrique. Donc là, on va utiliser la formule des probabilités totales. Là, je vais utiliser la formule des probabilités totales. Alors, on sait que c'est très important, quand on applique la formule des probabilités totales, de l'appliquer à un système complet d'événements. Donc là, je vais conditionner par rapport aux événements x est égal à i, où i est un entier entre 1 et n. Comme le support de x, c'est l'intervalle 1n, on a affaire à un système complet d'événements. Donc, la formule des probabilités totales nous donne la somme pour i variant entre 1 et n de la probabilité que x plus y soit égal à n plus 1, conditionné par x est égal à i, produit par la probabilité que x est égal à i. Bon, alors, on peut écrire aussi cette formule des probabilités totales avec l'intersection, et ici c'est peut-être préférable. Alors pourquoi je dis que ça paraît préférable? Puisqu'on a une hypothèse d'indépendance, et on sait que l'indépendance se calcule bien, enfin s'utilise bien lorsqu'on a des intersections d'événements élémentaires définissant x et y. Donc je vais préférer écrire cet événement x plus y est égal à n plus 1, inter x est égal à i. Alors effectivement c'est préférable, puisque ceci revient à supposer que x plus y est égal à n plus 1 et que x est égal à i. C'est-à-dire ça revient à dire que x et y vérifient ces deux relations-là. Or, ce système, en quelque sorte, qui contient le connecteur et en son sein, est équivalent à dire que x est égal à i et que y est égal à n plus 1 moins i. Ce qui permet de dire que l'événement qui est ici est identique à l'événement x est égal à i et y est égal à n plus 1 moins i. Ce qui permet de dire que là on récupère la somme pour i variant de 1 à n de la probabilité que x est égal à i fois la probabilité que y soit égal à n plus 1 moins i. Alors on sait que la probabilité des événements élémentaires associés à une variable uniforme sur 1n vaut 1 sur n, dès lors évidemment que i est dans le support de cette variable aléatoire. Donc là il faut faire très très attention. Or ici i varie entre 1 et n, donc cette probabilité elle mesure toujours 1 sur n. Et lorsque i varie entre 1 et n, n plus 1 moins i varie entre quoi et quoi? Alors au plus petit c'est quand i est égal à n, on commence à 1, puisque n plus 1 moins n ça fait 1. Et au plus grand, c'est quand la variable est la plus petite possible, on obtient n plus 1 moins 1, on obtient n. Donc toutes les valeurs qui sont ici sont bien comprises entre 1 et n, donc la probabilité qui est là mesure également 1 sur n. Ce qui permet de dire que la somme que l'on a calculée, c'est la somme des 1 sur n fois 1 sur n, donc 1 sur n carré, lorsque i varie entre 1 et n. Donc ça veut dire que je vais additionner ce terme-là autant de fois qu'il y a de termes de la somme, soit n fois, et donc cette probabilité mesure 1 sur n. Voilà pour la première question. On voit bien comment intervient le système complet d'événements, on voit bien son intérêt, et on voit bien ici aussi l'intérêt de passer par l'intersection, plutôt que de passer par le conditionnement. Deuxième question, on nous demande de calculer l'espérance de la somme de ces deux variables aléatoires et la variance de la somme. Alors l'espérance de la somme se calcule très facilement, puisqu'on sait que l'espérance est linéaire, donc on va récupérer par linéarité de l'espérance de x plus l'espérance de y. Or, l'espérance d'une variable aléatoire uniforme est égale à la moyenne des termes du support. Comme ça va être la même espérance pour x et pour y, puisque ces deux variables aléatoires possèdent la même loi, on va récupérer donc 2 multiplié par 1 sur n fois la somme des éléments du support, puisqu'on en fait la moyenne, c'est-à-dire 2 sur n multiplié par la somme des cas quand k varie entre 1 et n, c'est-à-dire n fois n plus 1 sur 2. Donc les 2 s'éliminent, les n s'éliminent. On va donc récupérer que l'espérance de x plus y est égale à n plus 1. Alors reste maintenant le calcul de la variance de la somme.
Alors comme l'information dans l'énoncé, on a une information dans l'énoncé qui nous dit que les variables aléatoires sont indépendantes, on peut appliquer le théorème précédent pour dire qu'on obtient la variance de x plus la variance de y. Or, comme les variables aléatoires x et y suivent la même loi, on va récupérer ici 2 fois la variance de x. Donc, l'exercice revient donc à calculer la variance de la variable aléatoire d'une loi uniforme sur un n. Cette variance, grâce à la formule de Huygens, c'est l'espérance du carré moins le carré de l'espérance. Donc l'espérance du carré, on va la calculer en utilisant la formule de transfert. La formule de transfert nous dit que c'est la somme des carrés des éléments du support multiplié par la probabilité que x soit égal à k, où k est compris entre 1 et n, moins le carré de l'espérance, c'est-à-dire la somme pour k variant entre 1 et n des k fois la probabilité que x est égal à k, le tout au carré. Cette probabilité mesure 1 sur n, donc on va récupérer 1 sur n multiplié par la somme des n premiers carrés, en l'occurrence n plus 1, 2n plus 1 sur 6, moins le carré de cette somme-là. Donc ceci mesure 1 sur n, donc je peux le sortir de la somme, et élevé au carré va nous donner 1 sur n carré. Il me reste de plus que calculer la somme des n premiers entiers, somme qu'on va élever au carré, pour obtenir dans un premier temps ce résultat. Après simplification, ici par n et ici par n carré, on va récupérer donc n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6, moins, en simplifiant cette expression, n plus 1 au carré sur 4. On va factoriser ce qu'il faut pour avoir à éviter de calculer avec des dénominateurs. Donc on va prendre un dénominateur commun, le plus petit multiple commun de 6 et 4, qui est 12. Ici, quand je factorise, il va falloir que je garde ce terme multiplié par 2, 4n plus 2, moins ce terme multiplié par 3, moins 3n moins 3. Donc ceci va me donner n plus 1, multiplié par n moins 1, sur 12. Donc, la variance de x plus y, étant donné que c'est la variance de x plus la variance de y, et donc 2 fois la variance de x, puisqu'évidemment, comme x et y ont la même loi, le calcul est identique ici si je remplace x par y. On récupère donc que la variance de la somme, ici, c'est n carré moins 1 sur 6. Donc voici pour cet exercice, et on voit où intervient l'indépendance. On applique les théorèmes qu'on a vus dans notre cours, où on se ramène à des probabilités d'intersection pour favoriser encore une fois l'apparition de cette fameuse indépendance.